Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans la série des vidéos du module d'infectiologie. Je vous dis premièrement félicitations d'avoir passé au cycle clinique. Là, les choses sont différentes. Là, chaque module, c'est une seule entité traitée comme un, un module ou bien un examen à passer. Si vous ne passez pas le module, vous risquez d'être passé au rattrapage et de ne pas valider les semaines. Le- donc, le module d'infectiologie est un module qui contient 4 semaines. On va voir de différentes pathologies, différentes maladies, des infections bactériennes, des infections virales, des infections parasitaires. Tout ça, on va détailler dans ce module. Et commençons premièrement avec quelques pathologies ou bien quelques maladies à déclaration obligatoire. Notre premier cours là, c'est la diphtérie. Donc, elle est causée, vous savez tous, de Corynebacterium diphtérie. Ça nous fait rappel au module de bactériaux. C'est la diphtérie. Notre premier cours aujourd'hui. Toujours les liens sont disponibles dans la description. C'est le cours de Dr Belkadi. Et on commence. Donc, les objectifs pédagogiques de ce cours, c'est identifier les caractéristiques des angines à fausse membrane. Donc, ce qui caractérise la diphtérie, vous tous le savez, c'est les fausses membranes. Maintenant, identifier les différentes manifestations cliniques précoces et tardives. On va voir la physiopathologie ou bien de la maladie. Mettre en route une sérothérapie en urgence et l'antibiothérapie. Donc, vous devez savoir la conduite à tenir devant la diphtérie. Et identifier les complications précoces et tardives afin de les traiter. Et en dernier lieu, là, on va voir les mesures d'isolement et de prévention contre cette diphtérie-là parce que c'est une maladie qui est très, très contagieuse. C'est une maladie à déclaration obligatoire, notez ça bien, et nécessite un isolement aérien parce que la transmission là, elle est aérienne, elle est très contagieuse par transmission aérienne. Tout ça, on va détailler dans ce cours et on commence. Le plan du cours va passer par des généralités premièrement, l'épidémiologie de l'agent pathogène, la physiopathologie de la maladie. Donc, après ça, là, la partie la plus importante du cours, c'est de la clinique. C'est après ça l'évolution et les complications, les formes cliniques. Et en dernier lieu, le diagnostic positif et diagnostic différentiel. Et on termine par le traitement plus la prophylaxie. Ça, c'est le plan du cours d'un cours en infectiologie. Premièrement, c'est quoi la diphtérie? Notez ça en bien, notez ça bien. Ça, c'est en gros, c'est une toxi-infection. Toxi, c'est de la toxine. Infection, c'est une infection. Donc, c'est une bactérie qui infecte le corps humain, plus elle sécrète des toxines. Là, on est en train de parler de toxi-infection. C'est pas juste une infection. Notez ça bien, c'est une toxi-infection. Ce qui est en rouge est pourtant est question fréquente d'examen. Elle est due bien sûr sur notre agent pathogène, c'est le Corynebacterium diphtheria. C'est une maladie infectieuse, contagieuse, épidémique. Elle vit de façon épidémique. Là, vous voyez la sévérité de l'infection. Elle est non immunisante. Ce que ça veut dire, ça veut dire que une fois le patient est infecté avec la diphtérie, il peut l'attraper une autre fois sans immunisation. Donc, les anticorps qui vont être synthétisés contre la diphtérie ne vont pas protéger le patient dans une autre infection. Donc, elle est non immunisante. On n'a pas de l'immunité contre la diphtérie et ça, c'est le malheur. Et ça, c'est un critère de malignité de la maladie. Elle est bien sûr une maladie à déclaration obligatoire. N'oubliez pas ça, gardez ça en tête. Devant la diphtérie, la déclaration, elle est obligatoire. Gardez ça en tête dans votre examen, dans votre vie pratique. La diphtérie est parmi les maladies à déclaration obligatoire. C'est médico-légal. Elle est grave. Elle peut engager le pronostic vital du malade.
Donc, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Donc, vous voyez que la diphtérie, c'est une urgence. C'est une toxi-infection qui peut même provoquer le décès. Donc, c'est le pronostic vital du patient qui est engagé. Ça, c'était une petite définition ou bien introduction à la diphtérie. Maintenant, l'épidémiologie. L'agent causal, ça, on a déjà vu dans la bactériologie. C'est le Corynebacterium diphtheris, c'est les bacilles de Loeffler. Je vous invite à revoir le vidéo du Corynebacterium de bacilles gram-positive. Il est dans la playlist de bactériologie pour un rappel bactériologique sur cet agent pathogène là. Maintenant, c'est un bacillogramme positif. Ça, c'est tout le monde savent, en forme de bâtonnet. Après, le terme coriné veut dire un bâtonnet. Elle ressemble au, si on peut dire, un baseball. Elles sont regroupées en paires en lettres V et L. Tout ça, on avait vu dans le cours du bacillogramme négatif, le Corynebacterium. Maintenant, certaines souches, ça, c'est le plus, ça, ce qui nous intéresse. Porteuse d'un gène TOX+. Donc, TOX, c'est une toxine. Là, faites attention, c'est une exotoxine. Maintenant, quelle est la différence entre exotoxine et endotoxine? On va voir dans le cours prochain qui est la typhoïde. La typhoïde va sécréter des endotoxines. Quelle est la différence entre un exotoxine et endotoxine? Bon, premièrement, l'exotoxine, elle est sécrétée lorsque la bactérie elle est intégrée ou bien elle est vivante, elle n'est pas détruite. Donc, elle va sécréter des exotoxines. Mais donc le terme exo veut dire externe. Elle va sécréter de la toxine à l'extérieur et va causer les manifestations cliniques ou bien le choc toxinique. Maintenant, si le cas de la typhoïde qu'on va voir prochainement, là, elle contient des endotoxines. Donc la toxine, elle est emprisonnée en derrière ou bien à l'intérieur de la bactérie. C'est la lyse bactérienne. C'est après la bactérie qu'elle est lysée, qu'elle est détruite, que ces endotoxines vont être sécrétées. Ils vont causer des manifestations très graves. Mais gardez-vous en tête, la bacille de Loeffler, le Corynebacterium diphtheria, la diphtérie, elles produisent des exotoxines. Faites attention à ce terme-là. C'est de l'exotoxine. C'est pas d'endotoxine. C'est une toxi-infection à exotoxine. Maintenant, cette Corynebacterium a une affinité particulière pour les cellules nerveuses, les cellules myocardiques et rénales. Donc, vous voyez que cette bactérie a un tropisme sur le SNC, le myocarde de cœur et le rein. Ce sont les trois localisations les plus atteintes au cours de la diphtérie. Notez ça bien, c'est le système nerveux central, le cœur et le rein. Donc, on va voir des manifestations neurologiques, cardiaques et rénales par suite. Maintenant, certaines souches ne sont pas productrices de toxines. Donc, ils vont donner des infections systémiques graves ou des angines à fausse membrane localisées. Donc, c'est pas tous les souches qui vont sécréter de l'exotoxine. C'est seulement, je répète, c'est seulement les souches porteuses du gène OX+. Notez ça bien en tête. Tous ces mentions-là sont des critères importants, sont des questions fréquentes d'examen. Vous devez faire attention à tous ces termes-là, surtout en module d'infectiologie. Toute notion, elle est importante. Tout mot-clé a son poids. Toutes les informations sont nécessaires. Ça, c'est la Corynebacterium diphtheris. C'est une bacille à gram positive. Elle est colorée en mauve ou bien en violet. Elle est gram positive. Ce sont des bacilles regroupées en V ou en L. Ça nous fait rappel au cours de bactériologie. Maintenant, le réservoir. Le réservoir de la diphtérie, c'est humain. Elle est aussi isolée chez les chevaux et les chats. Donc, le réservoir principalement, c'est humain. Et la transmission, elle est directe. Ça, c'est le mode de transmission. Il est bien sûr respiratoire.
par les gouttelettes de Filge. Les gouttelettes de Filge, ce sont les gouttelettes soumises ou bien émises par le patient en toussant ou bien en respirant. Ça va émettre des gouttelettes microscopiques de Filge. Ça, c'est le mode de contamination, c'est le mode de transmission de la diphtérie. Ou bien, c'est indirect par des objets souillés par la salive. Également, c'est à partir de lésions cutanées qui sont chroniques. Donc, le mode de transmission, c'est aérien par les gouttelettes de Filge, ou bien de la salive, ou bien par des lésions cutanées chroniques. Cette diphtérie-là a une répartition cosmopolite. Elle se trouve partout dans le monde. Donc, on peut voir la diphtérie partout dans le monde. Elle a une poussée épidémique en Algérie. Donc, c'est une maladie qui vit en Algérie, malheureusement, de façon épidémique. Elle est fréquente, mais sa fréquence, elle est diminuée, heureusement, grâce à la vaccination généralisée. Mais la couverture, elle est insuffisante chez l'adulte. Donc, nous sommes tous vaccinés contre la diphtérie, heureusement, mais la couverture du vaccin n'est pas suffisante chez l'adulte. Ça, c'était quelques notions épidémiologiques sur le mode de transmission. Gardez-vous en tête, c'est une maladie à déclaration obligatoire et qu'elle vit en Algérie en mode épidémique. Donc, c'est pas à jouer avec. Maintenant, la physiopathologie, après la pénétration, qui est respiratoire ou bien cutanée, comme on avait vu, il existe une multiplication locale. Notez ça bien. Ça, ce qui va produire de la fausse membrane qui est extensive et entraînant l'obstruction des voies respiratoires, plus la production d'exotoxines qui diffusent dans l'organisme et engendrent des désordres à distance. Donc les fausses membranes sont la première manifestation, c'est la multiplication locale de la bactérie. On va trouver de la bactérie au niveau des fausses membranes et c'est à partir de là que ces bactéries vont produire des exotoxines qui vont diffuser dans l'organisme et donner des manifestations généralisées. Maintenant, la fixation de l'exotoxine sur les cellules nerveuses, myocardites et rénales. Notez ça bien, les trois organes cibles, c'est le cerveau, le système nerveux central, le cœur et le rein. Ce sont les trois régions favorisées ou bien atteintes dans la diphtérie. C'est une question fréquente d'examen. Cette exotoxine va exercer un pouvoir pathogène. Malheureusement, elle va inhiber la synthèse de protéines dans ces tissus et c'est ça les manifestations toxiniques. Cette toxine va perturber la synthèse de protéines dans le cœur, dans le rein, dans le foie, dans plutôt le système nerveux central. On sait tous que les hormones sont de nature protéique, les médiateurs sont de nature protéique, tout, tout agent, ou bien toute substance de nature protéique, elle est importante dans un processus ou bien métabolique, ou bien de l'énergie, n'importe quel processus physiologique nécessite des composantes protéiques. Alors, l'inhibition de la synthèse des protéines veut dire la perturbation grave du fonctionnement de l'organe. Imaginez, c'est ça. Notre cas, c'est le système nerveux central, c'est le cœur, c'est le rein. Ce sont des organes nobles. Donc, c'est le décès si la pathologie n'est pas traitée. Ça, c'était la physiopathologie. C'est premièrement une multiplication locale qui donne les fausses membranes. À partir de là, si la souche A, elle est tox plus, le gène tox plus, elle va sécréter des exotoxines. Notez bien, exotoxines, c'est pas endotoxines, je répète pour autre fois. Et ce qui vont donner des manifestations nerveuses, cardiaques et rénales. J'espère que la physiopathologie est facile. Maintenant, on va commencer la partie la plus importante du cours, c'est la clinique. Donc, le tableau clinique qui est le plus fréquent, c'est en rouge, c'est l'angine diphtérique commune. Donc, la première forme clinique de la diphtérie, c'est l'angine diphtérique commune. C'est la plus fréquente, la plus typique. Et cette angine diphtérique évolue en trois phases. Premièrement,
une phase d'incubation, toujours dans les infections. Fréquemment, il existe une période d'incubation. Elle est silencieuse, bien sûr. Dans le cas de la diphtérie, notez bien qu'elle est courte. C'est inférieur à 7 jours. Donc, la période d'incubation de la diphtérie, elle est courte. C'est moins d'une semaine. Après ça, la phase d'invasion. Et en dernier lieu, la phase d'état, c'est où l'infection est installée de façon définitive. Donc, on va détailler ces critères-là ou bien ces titres-là. Premièrement, l'invasion. C'est à début progressif. Donc, dans l'invasion de la bactérie, c'est un début progressif. Il est noté par des signes généraux. Premièrement, une fièvre modérée. Donc, notez ça bien. C'est pas une fièvre élevée comme la typhoïde. D'abord, le diagnostic différentiel, ou bien parmi les critères de différenciation entre la diphtérie et la typhoïde, c'est la température. Là, c'est une fièvre modérée. C'est à 38 à 38,5 avec une dysphagie due à fausse membrane, une pâleur cutanée et avec un malaise. Je répète, la fièvre dans la diphtérie, elle est modérée. C'est pas une fièvre ondulante, c'est pas une fièvre en plateau. Donc, gardez-vous en tête le type de fièvre dans la diphtérie est modérée. Je répète, ce sont des questions fréquentes. Donc, dans la diphtérie, la température ou bien la fièvre, elle est modérée de 38 à 38,5 degrés Celsius avec une dysphagie et une pâleur cutanée et un malaise. Ça, c'est un début progressif. Après ça, les signes physiques, c'est une angine érythémateuse qui se retrouve d'un, qui se recouvre plutôt d'un enduit blanchâtre. C'est un, c'est un enduit blanc nacré, c'est très blanchâtre. On appelle l'enduit de Breton. Notez ça bien. La fausse membrane ou bien l'angine érythémateuse, c'est un enduit blanchâtre. C'est l'enduit de Breton, c'est des fausses membranes. Après ça, c'est la phase d'état. Donc, c'est l'angine à fausse membrane. Cet enduit de Breton va deviendrait une longine de fausse membrane. C'est un produit blanc nacré qui peut devenir grisâtre avec le temps. Là, on est en train de parler de la phase d'état. Là, la diphtérie a s'installé de façon définitive. Donc, cet enduit ou bien cette angine à fausse membrane a quatre caractéristiques. Notez ça bien. Ces quatre caractéristiques-là, c'est qui sont pathognomoniques ou bien qui vont nous permettre de distinguer la diphtérie d'autres infections ou bien d'autres infections blanchâtres de la cavité buccale. D'abord, l'angine à fausse membrane, elle est premièrement adhérente. Donc, les fausses membranes sont difficiles à détacher. C'est pas un muet, ce sont des fausses membranes qui sont adhérentes. C'est difficile à détacher, le premier critère. Deuxièmement, ils sont cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont difficiles à dissocier. Donc, cette fausse membrane angine, c'était à la forme d'une pâte, un enduit. Donc, c'est facile à dissocier. On dit qu'elle est cohérente. Elle est difficile à dissocier. Troisièmement, elle est reproductible rapidement. Elles se reproduisent rapidement après leur arrachement. On va arracher la fausse membrane difficilement. Elle va se reproduire rapidement après son arrachement. Et elle est extensive. Donc, ces quatre critères-là sont les caractères de l'angine à fausse membrane. Elle est extensive. D'abord, elle est localisée, puis elle s'étend. On dit qu'elle fait la forme d'un doigt de gant. Ah, vous voyez, elle est extensive. Non, dans ces diapos-là, on voit l'angine à fausse membrane. Vous voyez qu'elle est très attachée. Elle est cohérente. C'est difficile à dissocier, difficile à attacher. Elle est, va disséminer, elle va disperser.
et elle est reproductible. Dès qu'on l'arrache, elle va se reproduire rapidement et elle est extensive en forme de doigt de gant vers la luette et les cavités nasales. Donc là, c'est de l'angine, c'est de la fausse membrane angineuse ou bien c'est de l'angine à fausse membrane. Là, vous voyez aussi une fausse membrane qui est adhérente. C'est très difficile à attacher ou bien à arracher de la cavité buccale. Là aussi sont des fausses membranes extensives. Vous voyez qu'elles s'étendent en doigt de gant. Là aussi, on va voir une inflammation ou bien une réaction contre les fausses membranes. Là, c'est de la diphtérie chez l'enfant. Et maintenant, la clinique. Quelles sont les manifestations cliniques pendant la phase d'état? Premièrement, les signes généraux, c'est la persistance de la fièvre. Donc, ces fièvres, elle est modérée, je répète, c'est entre 38 et 38,5. C'est pas de la typhoïde. La fièvre pendant la diphtérie, elle est modérée. Une tachycardie et pâleur intensive. L'enfant est abattu et indifférent, malheureusement, comme si là, vous voyez là, l'état général, elle est altérée du patient, surtout chez les enfants. Deuxièmement, un coryza séreux ou bien micropurulent, voire des hémorragies. Et bien sûr, les adénopathies sous-angulo-maxillaires. Parfois, elle est volumineuse, douloureuse. C'est l'aspect du cou en préconsulaire. Ça, c'est le cou préconsulaire. Vous voyez les adénopathies qui sont volumineuses. L'état du patient, elle est altérée. Vous voyez que cet enfant-là est pâle, avec une tachycardie. L'enfant, on dit, il est abattu et indifférent. Et n'oublie pas l'aspect du cou proconsulaire. Ce sont des adénopathies angulo-maxillaires qui sont volumineuses et douloureuses. Donc, la phase d'état, les manifestations cliniques sont signes généraux, c'est la fièvre et la tachycardie. Deuxièmement, le coryza et les adénopathies. N'oublie pas cette triade. Et bien sûr, les fausses membranes, ils sont très riches en bacilles diphtériques. Après, le prélèvement se fait de ces fausses membranes pour mettre le diagnostic positif de la diphtérie. On va voir prochainement, Inch'Allah. Maintenant, une notion importante. À ce stade, le diagnostic est évident. Donc, si on voit ces fausses membranes-là qui sont difficiles à détacher, qui sont adhérentes, qui sont reproductibles, qui sont extensives en doigt de gant, là, c'est une urgence directement. Le diagnostic, il est évident de la diphtérie. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en urgence? C'est en urgence, c'est faire un prélèvement pharyngé, premièrement, parce que les fausses membranes sont riches en bacilles diphtériques. Deuxièmement, isoler rapidement le patient sans atteindre la confirmation du diagnostic. On doit isoler avant de confirmer le diagnostic. C'est parce que la contagiosité de la diphtérie, c'est élevé, c'est mortel. C'est une maladie très contagieuse. Et on doit mettre en route le traitement étiologique sans attendre les résultats de la culture ou bien des prélèvements pharyngés. Je répète, non, la diphtérie, une fois on voit la fausse membrane, c'est en urgence qu'on va faire un prélèvement pharyngé. Là, le diagnostic, il est posé. On va isoler le patient et entamer un traitement étiologique avant que les résultats du prélèvement sont revenus. C'est important. Pourquoi? C'est une affection mortelle, très contagieuse. Le pronostic vital, il est mis en jeu. On n'attend pas les résultats du prélèvement pour entamer le traitement. C'est un traitement probabiliste. Un traitement étiologique doit être mis en route avec un isolement respiratoire du patient dès qu'on a le suspect de la diphtérie. Notez cette diapo-là bien en tête. Ça, c'est à retenir par cœur. Maintenant, pour l'évolution de la diphtérie sous traitement précoce et bien conduit,
l'évolution, elle est favorable, heureusement. Les fausses membranes vont cesser à s'étendre en quelques heures et pour se décoller par leur bord et tomber à de 2 à 5 jours, la gorge, elle est nettoyée, heureusement. Donc, sous traitement, l'évolution, elle est précoce et favorable. On va avoir la, le regressement des fausses membranes, la pâleur et l'anesthésie persistent plusieurs jours avec une convalescence qui dure 15 jours, mais parfois elle est greffée de complications. Mais on peut dire que l'évolution pendant la diphtérie sous traitement, elle est favorable, mais sans traitement, ou bien si le traitement il est retardé, si le traitement n'est pas mis en urgence, je répète, si le traitement il est insuffisant, là c'est défavorable, c'est des complications, c'est de la mortalité. Maintenant passons aux complications. Les complications sont la croupe diphtérique, les complications cardiaques bien sûr, les complications neurologiques et les complications rénales. Ce sont les plus fréquentes au cours de la diphtérie qu'on va détailler maintenant. La croupe diphtérique, c'est quoi la croupe diphtérique? Elle est due à l'extension des fausses membranes au larynx. Donc, les fausses membranes ont fait une grande extension ou bien une extension majorisée dans la cavité buccale. Elle va se manifester par une dysphonie avec tout et voix rauque. C'est en premier plan. Deuxièmement, la voix elle est atteinte et là tout va devenir rauque. Et enfin, à tout et la voix, les deux sont atteints. C'est la phase de dyspnée laryngique. C'est une urgence thérapeutique. Pourquoi? Là, le risque de l'asphyxie et le décès. Donc, ces fausses membranes-là, lorsqu'ils sont extensifs de façon très importante, ils vont causer de l'asphyxie du patient. Le décès, là, c'est une urgence thérapeutique. Ces fausses membranes-là peuvent boucher les voies aérodigestives supérieures. Là, on est en train de parler de l'asphyxie et du décès du patient, malheureusement. Deuxièmement, les complications myocardite. On avait vu déjà que la diphtérie a un tropisme cardiaque. Là, on est en train de parler du syndrome malin ou bien secondaire de Marfan. Il est dû, c'est pas à la fausse membrane, il est dû à la manifestation toxinique. Ce sont les toxines qui causent les perturbations cardiaques, comme on avait déjà dit dans les premières plaques. C'est une complication majeure. Elle est précoce le 10e jour et elle est fréquente. C'est la principale cause de décès. Donc, le cœur est un organe noble, une perturbation du fonction cardiaque est la principale cause du décès. Elle se manifeste par des troubles de conduction ou bien un rythme cardiaque avec un risque permanent de décès brutal. C'est l'arrêt cardiaque subitement, malheureusement. On avait dit que les protéines sont nécessaires au fonctionnement cardiaque. Cette, cette myocardite ou bien ce syndrome malin de Marfan nécessite une surveillance avec un ECG et les séquelles tardives sont possibles. Donc, la manifestation cardiaque, c'est la myocardite diphtérique, c'est le syndrome malin secondaire de Marfan. Il est dû à la toxine, malheureusement, ce sont des troubles de rythme, troubles de conduction, avec un arrêt cardiaque, une mort subite qui est évidente. Ça nécessite une surveillance avec le l'ECG. Donc, la manifestation cardiaque, gardez-vous en tête, c'est le syndrome malin du Marfan. Il est précoce dans les 10e jours. Notez qu'il est précoce. Syndrome malin de Marfan, il est précoce. C'est le 10e jour. Maintenant, les complications neurologiques, ils sont tardifs par contre à complications cardiaques. Donc, les complications neurologiques, on est en train de parler du syndrome malin tardif de Grenette et Mézard. Donc, il s'appelle le syndrome malin tardif du Grenette et Mézard. Toujours, il est dû aux manifestations toxiniques de la diphtérie. Il peut s'observer jusqu'au 90e jour après la diphtérie. Donc, gardez-vous en tête le syndrome précoce de
parfois il est précoce, c'est le 10e jour. Là, on est en train de parler des complications neurologiques tardives, ce qui peut survenir même jusqu'au 90e jour. Elles sont précoces ou tardives partielles ou généralisées. Elles prédominent, elles dominent plutôt là par des paralysies périphériques. On va voir des paralysies vélopalatines, c'est l'atteinte du voile du palais, la paralysie de l'accommodation, la paralysie du muscle du larynx, la paralysie des membres. Et la liste s'allonge. Donc, le syndrome malin de Greinet et Mézard est majoré par des complications tardives qui sont dominées par des paralysies périphériques. On va détailler quelques paralysies. La paralysie vélopalatine, elle est la plus fréquente et la plus précoce. Elle peut survenir au 15e jour. Elle se manifeste par des troubles de phonation. La voix va devenir nasonnée et des troubles de déglutition. Le reflux par le nez de liquide ingéré avec un risque de fausse route. Donc le voile, ou bien le voile de palais, il joue un rôle très important dans la déglutition. Donc, en cas d'atteinte de ce palais, on va avoir des troubles de déglutition avec des fausses membranes. Là, le risque d'asphyxie. Deuxièmement, la paralysie de l'accommodation, elle est souvent associée avec la paralysie vélopalatine. Elle se manifeste par une pseudo-presbyte. La guérison, elle est sans séquelles. On peut avoir aussi la paralysie du muscle du larynx et du pharynx. La voix, bien sûr, elle est rauque. Les troubles de déglutition sont présents là. Ils sont présents et notamment présents de façon très notable parce que c'est du larynx, c'est du pharynx. La déglutition, elle est atteinte de façon étendue. On peut même avoir la paralysie du muscle respiratoire, ça c'est grave. Le diaphragme, elle intéresse les muscles du cou, les intercostaux, les muscles abdominaux et bien sûr le diaphragme, ça c'est grave. Elle est responsable d'une détresse respiratoire à 80% des cas. Donc la paralysie des muscles respiratoires, là c'est le taux de mortalité qui est le plus élevé. C'est la cause du décès à 80% de mortalité. Maintenant, les paralysies des membres peuvent survenir, sont tardives, elles surviennent après le 30e jour, sont diffuses et extensives. Le tableau de polynévrite sensitivo-motrice tardif avec une dissociation albuminocytologique du SCR. Et gardez-vous en tête que les complications là, c'est l'atteinte des muscles respiratoires, c'est le taux le plus élevé de mortalité. La dernière complication, elle est rénale. Toutes les complications à distance sont dues, je répète, à la manifestation toxinique. C'est la toxine qui cause ces manifestations-là. Elles sont rares. Elles se manifestent par une protéinurie, une hématurie et une insuffisance rénale oligo-anurique. Donc, les complications sont très répandues, sont très vastes, sont très attendues dans la diphtérie. C'est une maladie grave, une maladie à déclaration obligatoire. C'est une urgence thérapeutique. Le pronostic il est mis en jeu avec une atteinte cardiaque, nerveuse et rénale, comme on avait déjà vu. Les complications sont très graves. Donc, on a achevé la moitié du cours. On a parlé de la diphtérie, de sa physiopathologie. On a parlé de l'agent pathogène avec ses manifestations cliniques et les complications les plus fréquentes. Dans la prochaine partie, on va détailler les formes cliniques avec le traitement et la prophylaxie. Je vous dis merci pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite. Et bon courage, mes amis.